Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer dans Covid-19 à vos questions ce 12 août 2020. Nous allons évoquer avec notre invité ce thème. La Russie annonce avoir créé le premier vaccin. L'OMS veut vérifier afin de s'assurer de la fiabilité de ce vaccin qui est attendu début ou mi-2021. Au plateau, docteur Yao Didier Degbe, chef division des établissements publics de soins. Bonsoir, docteur, et merci. Bonsoir, Mathieu. Oui. Alors, peu à peu, nous tendons vers la porte de sortie, enfin, le bout du tunnel, parce que les annonces semblent être un peu bonnes maintenant en matière de vaccins. Oui, je pense que plusieurs pays sont en train de faire des recherches pour trouver un vaccin. Et beaucoup de pays sont avancés. Et nous tous nous avons appris que aujourd'hui, ou c'était hier, le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé l'avènement imminent d'un vaccin développé par son pays, la Russie. Sinon, beaucoup de pays sont en train de faire les recherches et sont plus ou moins avancés. Plusieurs pays sont à pied d'œuvre pour... on parle de près de 26 vaccins en test à travers le monde entier. Oui, bon, moi, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je sais quand même que beaucoup de pays, les États-Unis, les pays européens, la Russie, beaucoup de pays sont en train de dire qu'ils sont un peu avancés dans leurs recherches. Alors, selon la déclaration de Vladimir Poutine, le président russe, qui a déclaré que le vaccin avait passé tous les contrôles requis, ajoutant que sa fille a déjà été vaccinée, ce qui veut dire quand même que c'est un produit sur lequel on peut quand même avoir une raison de croire dans sa fiabilité, en quelque sorte par ce qu'on avait vécu avec le fameux produit malgache. Bon, de toute façon, c'est un politique qui a fait l'annonce, hein. Donc, on peut comprendre que il y a un peu de politique là-dedans. En principe, ce genre d'annonce, c'est les scientifiques eux-mêmes qui sont en train de faire la recherche, qui sont les plus habilités à donner cette information, et qui t'a donné tous les détails dont les scientifiques ont besoin pour pouvoir vraiment apprécier la chose. Donc, bon, nous l'avons tous entendu. Nous espérons que ce n'est pas simplement une annonce de portée politique pour pouvoir être en avance sur tous les autres pays. Bon, si c'est un vaccin qui suit tous les protocoles pour pouvoir sortir en tant qu'un vaccin inoffensif et très efficace contre le Covid-19, bon, c'est tant mieux pour le monde. Le président russe, dans sa déclaration, afin qu'il ne fasse d'abord la déclaration, c'était son ministre de la Santé, Mikhail Murashko, qui a déclaré que le vaccin s'était révélé hautement efficace et sûr, avant que le président, lui, ne vienne... On vient de renchérir. Renchérir. Ah, ok. D'accord. Mais de toutes les façons, comme on l'a dit, bon, c'est un pays qui a fait l'annonce. En principe, il y a une structure à l'échelle mondiale qui est chargée de vérifier ce genre de choses avant de pouvoir dire que c'est un truc qu'on peut utiliser dans le monde. Donc on attend à ce que, je vais parler de l'OMS, on attend à ce que l'OMS se prononce clairement là-dessus avant de savoir ce qu'il y en est exactement. Mais quand on sait que la Russie est un pays très avancé en matière de médecine et autres, là, est-ce qu'il y a raison de ne pas croire
à ce qui a été dit. Oui, parce que on déjà, va pas, écoute, on va pas s'arrêter. On va s'arrêter. Des doutes. Oui, on va pas seulement s'arrêter à croire. Il faut vraiment qu'on ait toutes les preuves scientifiques qui nous rassurent. C'est ça qui est le plus important. Hein? C'est une annonce qui a été faite. On te dit, ben si le vaccin a suivi tous les protocoles et que ça va aboutir et que ce vaccin peut être disponible pour la population de la Russie et au-delà à la population mondiale, c'est tant mieux. Alors, que disent les tests justement par rapport à un vaccin avant qu'on ne mette sur le marché un vaccin? Quelles sont les différentes étapes visiblement à suivre? Et quand on est en urgence sanitaire, il n'y a pas aussi des points qu'il faut peut-être vite évider pour aller à l'essentiel? Oui, on sait qu'en principe, avant qu'un vaccin ne soit déclaré, avant qu'un vaccin ne soit déclaré être efficace contre une maladie, comme on l'a toujours expliqué, ça doit suivre un certain protocole. Et on l'a expliqué que la plupart du temps, ces protocoles-là, quand on veut les respecter, ça peut même prendre plusieurs années, voire plusieurs mois. Mais on sait également que en situation de crise sanitaire mondiale, il va falloir qu'on fasse un peu plus rapidement pour que ce vaccin soit mis à la disposition de la population. Donc, c'est sûr que dans le protocole, certaines étapes peuvent être sautées pour qu'on aille un peu plus rapidement. Mais ce qui est sûr, ça prend toujours plusieurs mois. Et comme vous l'avez dit, les étapes, en gros, on isole, hein? Oui. On isole le principe qui va être actif. Et donc, on l'utilise d'abord, comment on dit, sur le virus in vitro, c'est-à-dire c'est pas à l'intérieur d'un corps humain, au laboratoire. On l'utilise pour voir si ça détruit effectivement le germe en question. Et à cette étape-là, on sait que bon, donc c'est quelque chose qui peut être actif sur le germe en question. L'étape suivante, on l'utilise au niveau du règne animal. Donc, on peut inoculer les germes à un animal. Souvent, c'est les rats ou des trucs comme ça. Et donc, et on inocule le principe là à l'animal pour voir si au niveau de l'animal le germe est également détruit. Alors si à cette étape aussi ça marche, on pourra aller maintenant au niveau des humains. Mais avant d'aller au niveau des humains, maintenant il faut vérifier certains aspects. Est-ce que quand on l'a utilisé au niveau du règne animal, est-ce que la substance n'a pas été vraiment toxique, hein? En même temps que la substance agit sur le germe pour le détruire, est-ce que ça n'a pas créé aussi des dégâts au niveau de l'animal? Et c'est ça qui permet de voir la dose exacte qu'on peut mettre au niveau de l'humain pour que ça ne soit pas toxique. Et donc, après l'utilisation, sur un essai sur un échantillon chez les hommes, et donc on apprécie sur tel nombre de personnes que ça a été utilisé. Alors quel est le pourcentage pour lequel vraiment le vaccin a été efficace, et est-ce que ça n'a pas amené des effets secondaires? Tout ça est analysé, et c'est à l'issue de tout ça maintenant qu'on peut déclarer que ce vaccin est bon et peut être utilisé
chez les hommes. Et c'est en ce moment que le vaccin est mis à disposition. Donc, voilà en gros les grosses étapes par lesquelles on passe avant de sortir le vaccin. Alors, pour le cas de la Russie, on n'a pas entendu quand même parler de ces étapes-là en tant que telles, puisque c'était avec les États-Unis. Non, c'est sûr qu'ils sont passés par ces étapes-là. C'est sûr qu'ils sont passés par ces étapes et maintenant ils sont arrivés à l'étape de l'utilisation en essai chez les hommes. C'est pour ça que le président a donné l'exemple de sa fille qui fait partie de l'échantillon chez lequel l'essai est fait. Donc, comme on le dit, il donne l'exemple de sa fille, c'est pour rassurer les gens que lui-même, il est confiant, et c'est pour ça qu'il a pu... Parce que actuellement, c'est pas que le vaccin est disponible qu'on vaccine les gens. Ils sont à l'étape d'essai. Ouais, non? Puisque on a parlé, bien sûr, de 2000... Voilà. Donc, cette annonce-là, c'est pour simplement dire que... 2021. C'est pour dire tout simplement que lui-même, il est confiant, il est sûr du vaccin. C'est pour ça qu'il a laissé sa fille même faire partie de cet échantillon. C'est ça. Alors, et quand on sait actuellement que à la Russie, il y a ces différentes étapes-là qui ont été déjà franchies, les États-Unis aussi, on parle aussi de la France aussi. Est-ce qu'à terme, on aura à faire avec plusieurs vaccins face au Covid-19 ou non, tous ces vaccins-là, on va faire sortir un qui fera mieux l'affaire? Oui, bon, comme on le dit, bon, plusieurs pays peuvent sortir les vaccins, mais tous ces vaccins-là seront comparés. Et on verra celui qui est le plus efficient. Le plus efficient, c'est-à-dire que celui qui donne le meilleur effet et à moins de coûts. Vous voyez? Donc, c'est un des éléments à prendre en compte dans la sélection en définitive du vaccin qui peut être utilisé sur le plan mondial. Donc, on n'interdit pas aux pays de faire leurs recherches, mais à terme, je crois que l'OMS aura un avis prépondérant pour le vaccin qui peut être utilisé au niveau mondial. Dans tout cela, d'où est-ce que se trouve l'Afrique? Bon, en tout cas, au niveau de nos pays africains, je n'ai pas l'information que... Entre-temps, on parlait du Maroc, de l'Afrique du Sud. Oui, bon, moi je n'ai pas l'information. Finalement, c'est silence radio. Bon, je n'ai pas l'information que un des pays africains est vraiment à fond dans ce processus-là. Mais c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette recherche-là, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut vraiment avoir les moyens pour pouvoir entrer dans ce genre de recherche. Donc, bon, je ne sais pas si au niveau de nos pays... L'Afrique du Sud, peut-être, l'Afrique du Sud a beaucoup de moyens, mais en dehors de l'Afrique du Sud, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont les moyens pour pouvoir se lancer dedans. Bien avant, bien sûr, mi-2021, il faut essayer de trouver des voies et moyens pour mieux circonscrire le mal. Et c'est toujours les gestes barrières qui demeurent toujours la seule issue. Hein? Oui, bon, de toute façon, comme on le dit, c'est sûr qu'à un moment donné, on trouvera une issue pour le Covid-19. Ça veut dire que à un moment ou à un autre, le monde sera débarrassé de ce virus-là. Et moi, je suis très confiant en tant que médecin. Et à partir du moment où on aura un vaccin vraiment efficace contre le Covid-19, il suffit que la grande majorité de la population mondiale soit vaccinée par ce vaccin-là, et vraiment, on pourra trouver une issue. Mais avant de pouvoir être vacciné un jour ou l'autre, il faut être vivant. Ah, voilà, il faut être vivant. Il faut être vivant pour arriver au vaccin. Donc c'est pour ça que pour le moment, la seule arme que nous avons actuellement pour lutter contre le Covid-19,
ces mesures-là, ces mesures barrières que nous avons à notre disposition. Donc, faisons tout pour respecter ces mesures barrières-là, pour conserver notre vie et arriver au vaccin. Voilà. Alors, les mesures barrières, parlons-en. Aujourd'hui, un accent particulier est mis sur le port du masque et le lavage des mains. Et quand vous observez dans tout son ensemble, tous les pays tendent vers ces deux points-là. Oui. À quoi cela est dû? C'est parce que c'est ces deux points-là qui demeurent les principaux... les principales voies de contamination à cette maladie à coronavirus? Non, pas les principales voies de contamination, mais les principaux moyens qu'on peut utiliser pour éviter d'être contaminé. Hein? Les principaux moyens. Donc, on l'a expliqué à maintes reprises. On a expliqué comment est-ce qu'on peut être contaminé par le Covid-19. On a dit que c'est principalement par la voie aérienne. Par la voie aérienne, ça veut dire que c'est en respirant qu'on prend le virus. Donc, pour éviter à ce qu'on ne prenne pas le virus en respirant, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Hein? Il faut se protéger. Donc, c'est pour ça que le port du masque est très important. Vous allez voir que pratiquement dans tous les pays maintenant, même des pays qui au début, il y a dans certains pays, certains hommes politiques, c'était même, disaient qu'eux ne trouvaient pas l'importance du port du masque, que le port du masque soit obligatoire. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont revenues sur ce qu'ils avaient dit avant. Donc, le port du masque est très, très, très important. Très important. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, et surtout, c'est que quand on parle de port du masque, là, c'est vrai, c'est pour se protéger, pour qu'on ne puisse pas attraper le virus, mais c'est surtout aussi pour éviter que quand on a le virus, qu'on ne le propage pas et que les autres soient contaminés. Parce que ça, c'est un élément très important aujourd'hui. Il y a, comme on l'a toujours expliqué aussi, il y a certaines personnes qui peuvent porter le virus, mais bon, comme nous le disons dans notre jargon, ils sont des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais développer la maladie. Mais le temps que le virus va faire dans leur organisme, pendant toute cette période-là, eux-mêmes ils ne le savent pas, mais s'ils ne se protègent pas, c'est eux qui vont contaminer d'autres personnes qui peut-être vont développer la maladie. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est pour nous protéger, mais c'est également pour protéger les autres. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà. De plus en plus, plusieurs pays tendent vers le dépistage de masse. Mais en Afrique, on a comme impression que ça dandine toujours. Non, le dépistage de masse, je ne pense pas que les pays tendent vers le dépistage de masse. C'est-à-dire que quand on demande, vous avez entendu peut-être que dans certains pays, il y a certaines zones où on a installé des dispositifs de dépistage. Et ce n'est pas nécessairement à l'hôpital, ce n'est pas nécessairement dans un laboratoire, mais on l'a mis à un endroit où beaucoup de personnes dans la population peuvent venir et se faire dépister. Mais ça dépend de comment l'épidémie se présente dans les différents milieux. Hein? Je donne l'exemple. En France, à un certain moment, dans certaines régions, la contamination, c'est-à-dire que le nombre de personnes contaminées par jour était tellement élevé que, vous savez que, par exemple, chez nous, la stratégie mise en place est, quand on trouve quelqu'un qui a le Covid-19, on fait tout pour rechercher ces contacts-là, pour les tester aussi, pour voir s'ils ne sont pas déjà contaminés. Mais quand on est dans une zone où plein de gens sont contaminés par jour, vous voyez que c'est difficile dans cette situation-là de dire si on a 500 personnes ou 1000 personnes contaminées aujourd'hui, et on va courir pour aller chercher les contacts. Vous voyez, non? Dans cette situation-là, c'est compréhensible qu'on puisse mettre des structures en place pour que les gens de la population puissent aller se faire dépister. Voilà. Mais nos situations,
nous n'en sommes pas encore là. Donc, ce n'est pas le dépistage de masse, on le met en place pour le mettre. C'est dans des cas vraiment particuliers qu'on procède par cette stratégie aussi. Mais ça fait bientôt un mois, dépasser la courbe, par exemple au Togo, commence pas à remonter. Oui. Les décès, on enregistre près de 3 décès en 24 heures, c'est beaucoup aussi. Oui. Nous avons tous constaté que après un long temps où pratiquement on n'enregistrait pas de décès, ces derniers jours, pratiquement ces 15 derniers jours-là, on a constaté que les cas de décès sont devenus presque journaliers. Presque tous les jours, on enregistre au moins un cas de décès. Oui, c'est une situation qui est déplorable. Mais le nombre de cas dépistés par jour, les jours où on en trouve beaucoup, on est encore autour d'une vingtaine de cas. Donc, c'est des situations où on peut encore aller rechercher des contacts autour de ces personnes-là. Mais bon, si on était dans une situation où c'est 500 000 nouvelles contaminations qu'on avait chaque jour, vraiment, cette stratégie-là serait devenue difficile. Mais pour le moment, bon, il y a eu quelques jours, là, on avait eu une vingtaine de cas de contamination chaque jour, mais vous avez vu que ces 2 derniers jours, ça a encore chuté. Hier, c'est seulement 3 sur les presque, je crois, 900 personnes qui ont été testées. Je crois que c'est seulement 3 qui sont revenus positifs. Voilà. Mais le constat est là quand même que chaque jour, on enregistre quand même des chiffres qui donnent l'impression que on n'est pas vraiment à l'abri de ce mal-là. Bien sûr. Et tous les jours. Quelle est la stratégie que vous adoptez actuellement? Parce que en une semaine, on a enregistré près de 100 cas contaminés. Je pense que c'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, mais vous savez, la semaine dernière, ça a été une semaine un peu difficile. On a eu beaucoup de cas. Mais vous avez cette situation s'est expliquée. Cette situation s'est expliquée, c'est parce que il y a eu des foyers. Il y a eu des foyers précis où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contaminées. Vous êtes au courant du cas du village de Soudou, par exemple, dans la préfecture d'Assoli, dans la région de la Kara. Donc, c'est ces situations-là qui ont expliqué le fait qu'on a eu beaucoup de contamination. Mais bon, là, c'est un foyer épidémique qui a été vraiment identifié et les mesures ont été mises en place pour que cette zone-là soit circonscrite et que des personnes contaminées de cette zone-là n'aillent pas contaminer d'autres personnes au niveau du pays. Donc, toute la zone-là, tout le village a été mis en quarantaine pendant... ça va être mis en quarantaine pendant un certain nombre de jours où on va suivre tous ceux qui on a retrouvé le virus. Et je pense que si les gens respectent bien tout ce qu'on va leur dire là-bas, dans une période de peut-être 3 semaines, 1 mois ou plus, ce foyer-là peut s'éteindre. On était dans la phase endémique de la chose. Maintenant, on a comme l'impression que c'est l'endémie totale. Dans chaque région, pratiquement, bien sûr, on a forcément un cas. Est-ce que la stratégie a été revue dans ce sens-là? Parce que aujourd'hui, c'est Soudou. Demain, peut-être, on nous dira que c'est Kwadapé. Oui, non, cette situation-là, on l'a vu depuis. Il y avait eu le cas de Djarpanga, par exemple. C'est la même situation. C'était vraiment un foyer où c'était circonscrit, mais il y avait eu beaucoup de cas. Donc, c'est la même stratégie qui a été utilisée et ce foyer-là a été éteint. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment être très vigilant et de pouvoir détecter ces foyers-là très rapidement. Et si ces foyers sont détectés très rapidement et les mesures idoines sont mises en place, en principe, heureusement que c'est vrai que partout, les gens se déplacent. Mais bon, heureusement chez nous, les déplacements ne sont pas comme dans les pays industrialisés où ils ont de grands moyens de transport, surtout le transport en commun où les gens se déplacent plus que chez nous. Chez nous, c'est des villages
Et si on prend bien les mesures, c'est des foyers qu'on peut encore circonscrire. Oui. L'ouverture des frontières, les frontières aériennes ont été ouvertes. Oui. Bientôt, les frontières terrestres, ça traîne depuis quelques temps, puisqu'on nous avait dit en début du mois d'août, ça peut être possible, mais on tend vers déjà mi-août. Est-ce que cela ne va pas être un autre vecteur de l'augmentation des cas de contaminés à cette maladie-là, quand on sait que... Quelle frontière, aérienne ou bien terrestre? Frontière terrestre. Aérienne, c'est plus ou moins facile à contrôler. Oui, c'est ça. Non, les frontières... Oui, je pense que c'est pour ça que les pays traînent à aller vers la réouverture des frontières. Et vous comprenez comme moi aussi que nous sommes... dans un vaste espace communautaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et un seul pays ne peut pas décider de lui-même de la réouverture de ses frontières. Oui. Ça doit être quelque chose qui doit être fait ensemble avec tous les autres pays. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ça traîne. Vous savez que la situation est un peu plus grave dans certains pays que d'autres. Donc, c'est ensemble que tous ces pays-là marchent. Et à partir du moment où la situation sera évaluée et on pensera que rouvrir les frontières terrestres ne sera plus un grand danger pour tous les pays, on ira vers là. Mais je sais que c'est une situation qui est très, très, très difficile sur le plan économique. Par exemple, nous, dans notre pays, au niveau de notre grand marché, là, vous savez, c'est surtout les étrangers, des commerçantes des autres pays qui viennent s'approvisionner ici et qui partent. Ça fait que vraiment, sur le plan économique, nos mères, nos femmes, nos filles au niveau du marché souffrent beaucoup de cette situation. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien. On va tous espérer que la situation s'améliore pour qu'on aille vers la réouverture de ces frontières terrestres. Oui. Alors, on va parler un peu de la létalité de cette maladie, puisqu'on a eu à toucher le point il y a quelques instants concernant ces décès-là qu'on a enregistrés. C'est 2-3 jours. Et selon un site d'information, l'informateur, un site togolais d'information, si nous jetons un coup d'œil sur la situation au Togo, à la date bien sûr du 11, nous avons 292 cas actifs, 752 cas guéris, 1070 cas confirmés, 26 décès. Et selon le site, à travers une analyse qui a été bien sûr faite, il ressort que en ces moments, en ces derniers, puisque à la date du 23 juin par exemple, le Togo totalisait 13 morts de coronavirus. Enfin, à la date du 13. À la date du 23 juin 2020, le Togo totalisait 13 morts de coronavirus, un nombre que tout le monde appréciait. Mais depuis ce 23 juin, 13 morts supplémentaires sont venus rallonger la liste des victimes. Selon ce même site, une augmentation que l'on juge drastique des décès qui inquiète et interroge également sur d'abord comment est-ce que le traitement est fait dans les différents centres de prise en charge, par exemple à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est les mêmes choses qui sont faites également au centre de référence dédié ici à Lomé, au Togo? Et dans le même papier, il y a aussi ce point-là concernant le remède qui est en étude au niveau de l'université de Lomé, qui n'a pas vraiment les moyens, on n'a pas pu trouver vraiment les moyens pour quand même faire évoluer les choses. Oui. La question, c'est quoi? La question, 23 juin dernier, 13 décès. 13 décès. Et à la date d'aujourd'hui, ce chiffre est doublé. Doublé pratiquement. Oui, c'est doublé. Nous sommes à 26. On n'est pas en face d'un problème de prise en charge, ou bien c'est parce que ces malades-là traînaient déjà d'autres pathologies qui ont amené à cette situation. La comorbidité ou comment? Oui, en tant que médecin, ne participant pas à la prise en charge
hein, sur le lieu de prise en charge, parce que si la létalité augmente, c'est des trucs qui sont analysés. Des trucs qui sont analysés. Donc, c'est seulement ceux qui sont sur les sites de prise en charge qui peuvent faire cette analyse-là et donner les meilleures interprétations. Moi, je constate comme un citoyen lambda que la situation... Non, mais vous êtes un professionnel du domaine. Oui, je suis un citoyen lambda, tout comme nous autres. Non, comprenez ce que je dis. Oui. Je dis, même si je suis professionnel, oui. je ne suis pas sur le lieu de prise en charge. Donc, vous avez quand même des retours. Oui. Sur comment les choses évoluent à l'intérieur du pays. C'est ce que je dis. Sur le constat qui se dégage aussi, c'est que la date du 9 août dernier, on était autour de 23 décès. Oui. 3 se sont ajoutés. 3 se sont ajoutés. Oui. Sans compter la journée d'aujourd'hui. Hein. Ce oui. qui veut dire que 9 à 11, 24, 48 heures. Oui, je crois que je crois que c'est la journée de... C'est pas la journée de lundi, il y a eu un décès. Et la journée la journée de dimanche, il y a eu un décès. Et la journée de lundi, il y a eu les 2 autres décès qui portent le nombre de décès à 26. Oui, ce que je veux dire, il faut comprendre ce que je veux dire. Je dis, quand il y a des situations comme ça, ceux qui sont sur les lieux de prise en charge, c'est eux qui peuvent évaluer. Et moi, je ne peux que faire des interprétations qui, peut-être, ne reflètent pas la réalité. Donc, si nous voyons un peu ce qui se passe au niveau de la prise en charge, en espace de 24 heures à 48 heures, on a enregistré 3 décès de plus. On se demande si tout va bien. Pourtant, vous nous servez que le Togo a le meilleur dispositif en matière de prise en charge dans la sous-région. On est les premiers visiblement. Mais quand on enregistre aussi des décès, on se demande si tout allait bien. Oui. En tout cas, enregistrer des décès lorsqu'on est chargé de la prise en charge des patients, c'est toujours quelque chose qui déplaît au personnel de santé. Donc, c'est vrai que ces derniers jours, on a constaté que le nombre de décès est en train d'augmenter. Mais pour analyser ça, il faudra voir, par exemple, dans quel état les malades là sont reçus. Parce qu'on a toujours dit dès le départ que c'est surtout d'autres maladies dont souffrent certains patients et qui font que leur état immunitaire est assez diminué et qui fait que ces personnes sont moins résistantes par rapport au Covid-19. Donc, ces éléments-là sont nécessaires à prendre en compte. Donc, bon, je le disais, je suis médecin, d'accord, mais ne faisant pas partie de l'équipe de prise en charge et n'ayant pas ces éléments à ma disposition, ça ne me permet pas de dire avec exactitude ce qui est à l'origine du décès de ces patients-là. Mais on pense que peut-être il y a un problème de comorbidité et que peut-être ces patients-là ont été découverts peut-être un peu tardivement, ou bien ils ont d'autres pathologies lourdes qui font que ces patients sont moins résistants par rapport au Covid-19. Voilà. Alors, quand on sait aujourd'hui que le Togo a 26 décès enregistrés et on essaie un peu de faire une petite analyse par rapport à certains pays, c'est comme si notre taux de létalité dépasse visiblement certains pays. Si nous prenons nos voisins immédiats qui n'ont pas vraiment des chiffres aussi alarmants, le Bénin tourne autour de 2000, mais ils n'ont pas encore dépassé 35 si je ne me trompe. Mais le Togo est autour de 1070 avec 26 décès. Oui, alors si on veut prendre le nombre Et on est 7 millions d'habitants. Oui, bon, mais la létalité ne va pas se calculer. Comment est-ce que vous calculez ça, justement? Oui, la létalité se calcule sur le nombre de personnes reçues pour la maladie. Oui. C'est ça qui est
au dénominateur et le nombre de personnes décédées parmi ces personnes-là. C'est ça qui est au numérateur. Donc, c'est cette fraction-là qu'on fait et qui donne la létalité. Donc, c'est vrai que si on n'a pas un grand nombre de personnes et hospitalisées pour la maladie, mais on a un nombre assez conséquent de personnes qui décèdent, donc la létalité sera plus élevée. Et bon, si on fait le calcul comme ça, actuellement, je n'ai pas les chiffres exacts des autres pays en tête, mais effectivement, si je prends le Bénin, il y a 2 ou 3 jours, j'avais vu qu'ils étaient autour de 1900 quelque chose là, pour moins de 40 décès. Vous voyez que si on fait les 2 fractions là, on va voir que la létalité du Togo va être un peu au-dessus de la létalité du Bénin. Mais je pense que ça peut être des situations ponctuelles qui peuvent changer à tout moment. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir savoir la cause exacte qui fait que nous avons ces décès-là qui se multiplient un peu plus ces derniers jours-là et faire tout pour remédier à ces causes-là. Oui, et c'est ça que j'ai expliqué. Au début de cette maladie à coronavirus, dans plusieurs pays, on a enregistré plusieurs décès à la fois. Si nous prenons plusieurs pays d'Europe, l'Italie, la France, Belgique et autres. Mais aujourd'hui, leurs chiffres ont carrément chuté, au moins pour les autres chutes. Oui, non. D'abord, je crois que c'est un peu difficile de comparer la situation en Europe et la situation en Afrique. Bon, dans les pays européens, vous savez que quand la maladie a commencé, vous savez, eux aussi, ils étaient dans le flou. Parce que, comme on l'a dit, cette pandémie de coronavirus, là, c'est la première fois que ça se passe. C'est un virus qui n'était pas connu. Comment est-ce que le virus agissait au niveau de l'organisme? C'est des choses qui n'étaient pas vraiment maîtrisées par le personnel soignant, même en Europe. Donc, au départ, les gens ont beaucoup pataugé. Et c'est rapidement des recherches qui ont été faites sur les patients qu'on recevait. C'est ces recherches-là qui ont permis de comprendre un peu plus comment est-ce que le virus se manifestait au niveau de l'organisme, quels sont les dégâts que ça causait, qu'est-ce qui était à la cause, qu'est-ce qui était à la base du décès des différents patients. Et c'est ce qui leur a permis, et surtout qu'eux, ils ont vraiment les moyens, beaucoup de places dans les services de réanimation qui sont très équipés, ce qui leur a permis de rectifier très rapidement le tir et améliorer la prise en charge de ces patients. Alors, donc, chez nous, en Afrique, nous avons eu la chance qu'on n'est pas entré rapidement dans cette situation-là, c'est-à-dire être, que nos structures soient débordées par le nombre de cas de Covid. Et bon, nous, on n'a même pas assez de services de réanimation qui pouvaient prendre en charge ces patients-là si cette situation se présentait comme ça. Mais nous sommes dans un monde, le monde médical, c'est un monde scientifique. Et on apprend, selon les publications qui sont faites ici et là, par ce que les autres font. C'est sur ça qu'on apprend aussi pour pouvoir ajuster les choses. Donc, moi, je pense que c'est une situation qui est assez alarmante actuellement, si le nombre de décès se multiplie. Mais je crois que, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'analyser la situation et de comprendre pourquoi cette situation se présente comme ça et prendre des mesures pour pouvoir y remédier. C'est ça qui est le plus important. C'est parce que la sensibilisation, entre-temps, n'a pas vraiment marché ou comment, où les gens ne veulent plus... Bon, c'est la sensibilisation... Les gens gardent la maladie, on est malade, mais on ne se fait pas vite... Bon, de toute façon, ce que moi je constate, vous êtes journaliste aussi, et vous êtes en contact avec la population, vous avez le retour de la population. Et bon, ce qui est malheureux, c'est que jusqu'à ce jour, il y a certains qui sont toujours dans le déni et qui disent que eux, ils ne croient pas que la maladie existe, vous voyez. Et donc,
Et il y a beaucoup aussi qui ne croient pas aux mesures barrières dont on parle pour pouvoir se protéger. Mais maintenant aussi, ce que je vois, est-ce que peut-être il ne faut pas réfléchir à trouver d'autres canaux de communication aussi. Je le dis comme ça parce que je sais que nous, on va beaucoup sur les médias, radio, télévision. Bon, mais est-ce que toute la population est en contact avec ces médias-là? Est-ce que peut-être il faut pas aller plus aussi dans nos communautés reculées là vers des moyens plus proches de la population, comme par exemple on a des gens qui aident les chefs, les crieurs, tout ça, leur donner les bonnes informations pour qu'on puisse passer par ces canaux aussi. Parce que de toutes les façons, sur les médias, on n'a pas baissé les bras. Et depuis qu'on a commencé cette sensibilisation-là, c'est le rythme-là c'est le même rythme qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Et sur toutes les radios, sur toutes les télés, et chaque jour, il y a des personnes, qu'ils soient professionnels de la santé ou pas, il y a des personnes qui passent sur ces médias-là pour parler de la maladie. Et donc, peut-être il faut aller vers d'autres moyens aussi pour que peut-être il y a certains qui ne sont pas en contact avec les médias là et qui n'écoutent pas tout ce qu'on dit pour que cette personne-là soit aussi bien informée. Parfait. Selon le même site d'information, je parle bien sûr de l'Informateur, autre mauvaise nouvelle, le remède en étude au niveau de l'Université de Lomé ne sera pas pour sitôt. Le Temple du Savoir a décidé d'ajourner la date du début des essais cliniques prévus pour le 1er septembre prochain, faute de financement. Que s'est-il passé entre-temps? On n'a pas pu trouver les 70 millions, 78 millions, je ne sais plus, hein, parce que j'avais reçu un de vos collègues qui avait donné le montant entre-temps. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé le montant qui... Bon, en tout cas, en toute sincérité, moi, je n'ai pas vraiment d'informations exactes sur cet aspect de la chose. Je n'ai pas d'informations exactes. Et bon, si c'est les moyens financiers, peut-être que on a annoncé une date. Peut-être que cette date sera reculée pour qu'on puisse trouver ces moyens-là et pouvoir mettre en œuvre cette recherche. Sinon, vraiment, moi, je n'ai pas plus d'autres informations par rapport à cet aspect-là. Docteur Adegbe, c'est déjà la fin de l'émission. Je vais devoir prendre votre mot de la fin. Merci, Mathieu. Non, d'abord, mes remerciements vont toujours à votre télévision pour l'opportunité que vous nous donnez à chaque fois de venir donner des informations qui puissent orienter la population togolaise à savoir comment se prendre pour éviter d'être contaminé au cours de cette pandémie. Donc, comme on le fait à chaque fois, on rappelle aux gens qu'il ne faut pas qu'on soit dans le déni. Le coronavirus, le Covid-19 est une réalité au Togo comme ça l'est dans tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a, je ne sais pas s'il y a même 2 ou 3 pays dans le monde entier qui ne soient affectés par cette pandémie. Donc, la pandémie est une réalité au niveau du pays. Et les chiffres même nous le montrent ces derniers jours. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'il y ait un malade à côté de nous ou bien qu'il y ait un décès à côté de nous avant de pouvoir réaliser que effectivement cette pandémie existe. La pandémie existe. Il y a des porteurs sains qui sont dans la population et qui contaminent d'autres personnes
Ils ne font pas, et eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont contaminés. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, c'est une situation réelle. Et donc, il faut que vraiment on respecte toutes ces mesures-là, les mesures barrières dont on nous parle. Vous savez qu'il y a certaines mesures qui sont devenues, des lois dans le pays. Et il faut qu'on les respecte. En le respectant, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est pour notre propre vie. C'est pour notre propre vie et c'est pour la vie de nos proches qui nous entourent. Donc, faisons tout pour pouvoir respecter ces mesures barrières-là et pour être en vie jusqu'à l'avènement d'un vaccin qui peut nous sortir de cette pandémie. Parfait. Merci et bon retour sur vous, docteur Yao Didier Digbe. Je rappelle, vous êtes chef division des établissements de soins. C'est un public de soins. Un public de soins, voilà. Mesdames et messieurs, merci, c'est déjà la fin. Très bon suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est le journal.